Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 26 minutes en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, nous parlons de l'élection de Mahamoud Ali Youssouf à la tête de la Commission de l'Union africaine. Djibouti, petit État stratégique de la Corne de l'Afrique, prend les rênes d'une institution qui, depuis sa création en 2002, cherche encore son équilibre entre unité continentale et influences extérieures. Cette victoire diplomatique intervient dans le contexte où l'Union africaine est confrontée à de nombreux défis, des conflits persistants en Éthiopie, au Sahel et en RDC, aux tensions politiques alimentées par une vague de coups d'État en Afrique de l'Ouest. Mais au-delà des crises, cette élection révèle aussi les rivalités profondes qui structurent l'UA. Le scrutin a opposé plusieurs blocs régionaux, chacun cherchant à imposer sa vision, à peser sur l'orientation future de l'organisation. Faut-il y voir une victoire du multilatéralisme africain ou au contraire le symptôme d'une division politique qui affaiblit l'efficacité de l'Union africaine? Autre question cruciale, l'indépendance de l'Union africaine face aux puissances étrangères, la France, les États-Unis, la Chine, la Russie. Chacun tente d'influencer l'agenda du continent. L'élection de Youssouf reflète-t-elle une volonté d'affranchissement ou la confirmation d'une UA toujours dépendante de ses bailleurs de fonds internationaux? Eh bien, nous tenterons de répondre à ces différentes questions avec nos invités qui ne sont pas des moindres aujourd'hui. Nous avons avec nous Joël Ataï Guédekbe que nous retrouvons sur le plateau de 26 minutes en Afrique et dans le monde. Bonjour à vous. Bonjour Maëlle, effectivement, j'étais là au lancement de cette émission et je reviens avec plaisir. Merci, le plaisir est à nous. Alors, et en face de vous, Morgane Assogba, qui est très rare sur ce plateau. Bonjour à vous et bonne arrivée également. Bonjour et merci à vous, c'est un plaisir. Alors, je reste avec vous avec l'élection de Mahamoud Youssouf. Djibouti, un petit État de la Corne de l'Afrique, accède à l'une des plus hautes fonctions continentales. Est-ce la preuve d'une diplomatie djiboutienne efficace? On ne peut pas retirer le crédit de cette efficacité de la diplomatie djiboutienne, surtout qu'on a à la tête de l'Union africaine maintenant quelqu'un qui a fait cette diplomatie, parce qu'il a été 20 ans au service de la diplomatie djiboutienne. Et quand vous voyez les 20 dernières années, tout ce qui s'est passé, il faut dire qu'il fait partie de ceux-là qui ont hissé Djibouti à cette dimension stratégique et importante au niveau non seulement de cette corne de l'Afrique, mais pratiquement de toute l'Afrique. Quand vous parlez de Djibouti en Afrique, ça sent la géostratégie, ça sent la géoéconomie et ça sent la géopolitique. Parce que toutes les grandes puissances, entre griffes, je précise, ont une base à Djibouti. Tout le monde insiste sur le fait de se retrouver dans cette partie de la Corne d'Afrique qui a un contrôle à la fois pour les autres continents, particulièrement le continent européen, pourquoi même pas le continent de l'autre côté du Moyen-Orient, et l'Afrique. Donc vous avez là aujourd'hui quelqu'un qui a été au cœur du tissage de tous ces accords et de toutes ces négociations qui ont conduit à avoir la dimension économique, géostratégique et géopolitique qu'on a aujourd'hui en Afrique, pas dans la corne de l'Afrique seulement. Maintenant, si vous vous éloignez de cela et vous restez dans la perspective de l'Union africaine, vous comprenez que ce choix qui est fait porte réellement l'Union africaine sur le chemin du développement. Est-ce qu'il va emprunter ce chemin? C'est tout un autre débat. Pourquoi? Parce que c'est le seul candidat qui a techniquement pris à cœur, lorsque vous l'avez écouté, les questions de conflit et de sécurité sur le continent, et aussi l'idée d'une
indépendance financière de l'institution, qui est une problématique qui a déjà été dénoncée par plusieurs chefs d'État, malgré le fait qu'ils n'ont pas pu faire grande chose lorsqu'on a confié la direction à certains acteurs. Donc voilà un candidat qui porte des idéaux donnés, qui pourrait servir réellement à l'Afrique. Maintenant, une chose est d'avoir des idées et un plan, une autre chose est la pratique dans le contexte. Merci à vous. Alors, Joël Ataï-Guédégbé, que répondez-vous au fait que la diplomatie djiboutienne se révèle à travers l'élection de Mahmoud Youssouf? Incontestablement, c'est un succès d'estime pour cette diplomatie. Et à travers M. Mahmoud lui-même, qui l'a animé pendant une vingtaine d'années. Et son profil, par ailleurs, ou dans la même veine, n'en devient que plus intéressant quand on connaît l'histoire des présidents de la Commission de l'Union africaine depuis que ce poste a été créé. Vous voyez, il était en concurrence avec un ancien Premier ministre qui est un homme politique très actif encore, qui n'a pas renoncé à être encore dans la compétition dans son pays au Kenya. Et en regard avec le passage d'un Alpha Oumar Konaré, ancien président du Mali, grande figure panafricaine et autres, mais qui n'a pas su habiter la fonction et se faire accepter par les chefs d'État comme leur employé et leur collaborateur le plus immédiat. Oui, il faut se féliciter de l'élection de M. Mahmoud Ali Youssef, en se disant également que c'est quelqu'un qui connaît la maison et qui est effectivement préoccupé par la résolution des conflits. Et en tout cas, il y a des défis qui s'imposent à lui, qui vont s'imposer et dont il a conscience. Et c'est lui-même qui anticipe sur la résolution de ces conflits, et en insistant sur le fait que ça conditionne, au fond, l'atteinte des autres objectifs, notamment économiques, pour ne pas parler du projet principal, du projet majeur de l'Union africaine, la ZLCAF notamment. Et par rapport au statut de Djibouti, oui, Djibouti est réputé au niveau de la géostratégie. Au niveau de l'économie, je serais moins optimiste que Morgane, mais malgré tout... non, mais ça se saurait également. Djibouti me paraît plus célèbre pour son multi-alignement ou ses relations quand même empreintes de finesse, d'intelligence avec des puissances très opposées qui cohabitent dans ces ports. Que ce soit les Russes, les Américains, les Chinois, les Français, bon, chacun y trouve sa place et Djibouti ne s'en porte pas plus mal de ce point de vue. Et c'est une belle prouesse et ça indique que des gens comme M. Mahmoud Youssouf ont dû y contribuer à cette stature de leur pays. Économiquement, on ne parle pas de Djibouti comme du Rwanda, par exemple. Et donc, ils sont loin de faire ces miracles-là. Mais peut-être n'ont-ils pas l'occasion d'aller piller les voisins Bon, ça c'est pour la petite pique par rapport au conflit de la RDC. Mais je crois que l'UA est quand même engagée sous de bons auspices et que la manière dont la commission a été réformée et la manière dont les postes sont pourvus, ils sont politiques, il n'y a pas de... Il ne faut pas être naïf de ce point de vue. D'ailleurs, comment il s'appelle, monsieur Odinga, a fait campagne auprès des chefs d'État et ça n'a pas suffi. Il aurait dû avoir déjà l'assentiment des chefs d'État de l'Afrique de l'Est principalement. Mais on voit qu'il n'a pas été forcément un acteur majeur de la zone. Et en contrepartie ou bien de manière différenciée, je crois que l'autre a dû être dans tous les coups diplomatiques de la zone et cela est de bon augure a priori s'il sait s'allier le soutien de certains chefs d'État africains
qui va être utile, parce que lui seul ne pourra rien si les politiques eux-mêmes ne décident pas de bouger les choses. Mais s'il sait les aiguillonner, peut-être que des choses ont commencé à bouger en Afrique. Justement, Morgane Assogba, les élections au sein de l'UA sont souvent le théâtre de tensions entre les différentes régions du continent. Comment interpréter les dynamiques entre l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord dans la répartition des postes stratégiques? Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, mais je vais me permettre quand même d'attirer l'attention sur le fait qu'on ne peut pas parler de tension au stricto sensu. C'est-à-dire au sens où on voit des muscles. Directement. Voilà. Mais on peut parler. Au sens figuré quand même. Voilà, au sens figuré, au sens où c'est de bonne guerre. C'est structuré pour que ça fonctionne ainsi, afin qu'on puisse avoir, à la fin du processus, des personnes qui incarnent réellement les dynamiques d'opinion et politique, et même géopolitique de l'Afrique. Et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons le candidat qui incarne réellement la géopolitique à la fois au niveau de l'Afrique et du monde. C'est le candidat qui a le plus accès techniquement et objectivement, c'est lui qui vient de remporter, à que ce soit les partenaires de l'Union africaine ou même les entrées au niveau de chaque région. Parce que c'est un candidat qui s'exprime techniquement dans les 3 langues les plus officiellement appréciées dans le contexte dont on parle. C'est un candidat qui a le soutien techniquement, lorsque vous le regardez, vous regardez son profil, de tout ce qui est islamique, c'est-à-dire des groupements islamiques qui pèsent énormément dans la capacité de mobilisation Du Conseil des ministres de la Ligue arabe. Mais vous voyez, donc il y a tout un arsenal d'éléments qui font de son profil le profil le plus approprié aujourd'hui, je précise, pour faire bouger les lignes. Finalement, ce n'est pas une élection stratégique. Non, mais au regard des conflits. Oui, l'objectif de l'Union africaine, c'est la stratégie, c'est la géopolitique, c'est la politique même, c'est le cœur des négociations politiques. Vous allez constater que la campagne la plus médiatisée, entre griffes, c'est celle de Raila Odinga. Et plusieurs analystes et experts ont donné Raila Odinga gagnant. Ils n'ont pas considéré la capacité de négociation de Mahmoud Youssef qui sait comment les choses se passent dans la pratique. Donc quand vous regardez tout ça aujourd'hui, ce qui peut constituer sa force dans la capacité à résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui à l'ordre du jour est aussi sa faiblesse. Parce que si les différents acteurs géopolitiques ne sont pas d'accord par rapport à la résolution de certaines crises, rien ne bougera. Il sera là, mais il ne pourra pas réellement faire bouger les lignes. Donc là, une fois de plus, on est en train d'attendre la capacité de négociation et de mobilisation et même la capacité à convaincre certains acteurs de leur intérêt dans la résolution de certaines crises. Parce que quand vous regardez les conflits dans la région africaine, ce sont des conflits fortement galvanisés par les intérêts de tout un chacun, aussi bien les personnes locales impliquées que les structures multilatérales ou multinationales impliquées qui représentent les intérêts des partenaires géopolitiques et géostratégiques. Quand vous prenez le cas du Congo, vous savez que la Chine y est, vous savez que la Russie y est, vous savez que l'Union européenne a ses intérêts parce qu'il y a des mines, il y a beaucoup de richesses et il y a beaucoup d'usines. Quand vous prenez le conflit du Soudan, on sait qu'il ne s'agit pas juste de M. El-Meti et de Al-Goran. On sait qu'il y a plusieurs autres acteurs, à la fois dans la sous-région, qui sont impliqués. Donc, quand vous regardez tous ces paramètres et vous regardez maintenant la question de l'indépendance financière de l'Union africaine, mais c'est une question énorme. Et si on doit commencer par résoudre cette question, il faudrait déjà que la plupart des États membres commencent déjà par payer régulièrement leurs cotisations, alors qu'on a entendu l'institution se plaindre de l'absence de régularité de paiement de cotisations d'un certain nombre de membres, alors que vous avez des partenaires techniques et financiers qui contribuent énormément à la mise en œuvre des projets. Donc s'il va falloir réellement parler d'indépendance
économique et financière, quelles seront les techniques à mettre en place et quelle sera la fiabilité des acteurs pour qu'on puisse atteindre les résultats. Donc il y a beaucoup de choses qui nécessitent beaucoup de tact, beaucoup d'énergie. Et je pense aussi que lorsque vous regardez la composition de l'équipe, la vice-présidente et toutes les autres commissions, les personnes qui vont diriger, vous comprenez qu'on a quand même réussi, par cette nouvelle façon de faire, d'avoir un certain nombre d'harmonisations au niveau de la gestion de l'Union africaine. Ça, c'est sur le papier, c'est-à-dire dans la théorie. Maintenant, dans la pratique, qu'est-ce que ça va donner? Je pense qu'on va attendre pour voir. Alors, sur la question des défis de la nouvelle commission face aux crises géopolitiques africaines, Joël Atay-Guedegbe, Éthiopie, Soudan, RDC, Sahel, quels seront les axes prioritaires de Mahamoud Ali Youssouf pour renforcer le rôle de l'UA dans la résolution de ces crises? Bon, incontestablement, si on s'en tient à l'actualité des médias, c'est la RDC. Et le Rwanda d'un côté, c'est le Soudan qui font l'actualité. Mais je crois que M. Mahmoud Al-Youssef lui-même a indiqué le Sahel comme point de préoccupation en termes de gouvernance. Je ne sais pas quelles sont les ressources qu'il a pour pour réengager ces pays qui, d'ailleurs, soit dit au passage, sont suspendus de l'Union africaine conformément au texte en vigueur. Et pour autant, l'Union africaine se préoccupe de leur réintégration en cas d'entretenir le dialogue avec eux. Et cela se faisait déjà à travers le Conseil de paix et de sécurité qui, à mon humble avis, a fait une meilleure gestion de la crise du Niger que la CEDEAO. Et si la CEDEAO avait eu l'intelligence de s'accrocher un tant soit peu à ce que l'Union africaine faisait, peut-être qu'aujourd'hui on parlerait d'un succès des deux entités. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour reprendre les choses par le bon bout. Il y a M. John Mahama qui vient d'être élu au Ghana, qui a son expérience d'ancien président, d'ancien compagnon du président Rawlings, qui a l'air d'avoir de bonnes relations avec les juntes au pouvoir, au moins celle du Ghana, et a décidé déjà, lui, de son côté, au niveau du Ghana. Oui, voilà, la junte du Burkina. Je crois qu'il s'y est rendu d'ailleurs en visite de remerciement pour leur présence à son investiture, comme il a fait au Sénégal. Au niveau politique, l'action qu'il faut noter, c'est la nomination d'un envoyé spécial pour les pays de l'AES. Donc ça indique également qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, même si ce n'est pas la CEDEAO à tout prix, quelque chose va se mettre en place. Donc, le Ghana abrite le siège de la ZELCAF et a à cœur, et c'était dans le programme de John Mahama, de faire avancer ce projet emblématique pour l'Afrique. Ça peut déjà être un premier soutien au niveau des chefs d'État pour M. Mahamoud, et il en faudra un peu plus parce que M. Mahama n'est pas acteur des conflits, mais comme Morgan l'a dit tout à l'heure, il faut pouvoir parler aux acteurs de ces conflits-là. On a évoqué sa présence, sa connaissance du monde arabe. Le conflit soudanais est malheureusement très dépendant de l'immixtion de l'Égypte, qui est un pays africain, qui est un pays majeur, mais également des Émirats arabes unis. On n'en parle pas souvent. Sans parler en toile de fond des grandes puissances qui sont derrière, à regarder le pétrole, toutes les ressources, enfin l'espace qu'offre le Soudan. Voilà, il y a beaucoup de mains qui ne demandent qu'à dépecer ce pays-là. Et donc, j'imagine, il a déjà une connaissance assez pratique du terrain est-africain. Peut-être qu'avec l'Éthiopien, il saura trouver les voies et moyens de refaire ce qu'ils ont fait au niveau de l'IGAD en Afrique de l'Est. Et je crois que tout n'est pas perdu. D'ici peu, avec un peu de chance, on devrait pouvoir sentir que des choses bougent. Et c'est pas gagné, en RDC. Si on peut joindre, comme il se dit, les processus de Luanda et de Nairobi, de quelle manière le Kenya va-t-il continuer de s'impliquer pour la cause de la RDC, enfin de l'Est de la RDC. Donc,
Et de part en part, il est possible de lancer même les dynamiques presque simultanément. Attendons de le voir démarrer. Et parlant même de la composition de la commission, vous voyez, on n'a pas attribué tous les postes. Il y a une volonté de professionnalisme, il y a une volonté d'équilibre régional, d'équilibre même au sein des régions. Les postes sont attribués par région. Là, c'était le tour de l'Afrique de l'Est de prendre la présidence. Et ils étaient 3 de l'Afrique de l'Est en compétition, Madagascar, le Kenya et Djibouti, pour parler rapidement. Mais il est remarquable que la vice-présidence soit occupée en termes de genre, et c'est voulu au niveau de l'Union africaine. Les postes sont répartis non seulement par région, les postes sont répartis en termes de genre, et là, c'est l'Afrique du Nord qui était attendue pour le poste de vice-président, et c'est une femme qui arrive là, et ce n'est pas n'importe qui. L'Algérie, dont elle n'est pas n'importe qui au niveau de l'Union africaine. Et bien que Djibouti paraisse un petit pays, l'Algérie est un pays majeur et qui a toujours eu à cœur, comme l'Afrique du Sud, de faire de l'Union africaine quelque chose d'important. Et j'ose croire que quelque chose est en train de se mettre en place avec cette équipe-là. Alors merci à vous, Morgane. Face aux menaces terroristes au Sahel et en Afrique centrale, l'UA doit-elle revoir sa stratégie sécuritaire? La question, c'est quelle était sa stratégie sécuritaire d'abord? Je ne sais pas si vous avez des réponses à cette question. On sait qu'elle n'est pas si efficace que ça. Bon, vous voyez, c'est important. Parce que moi-même, je ne peux pas vous dire quelle est la stratégie de l'Union africaine contre la sécurité. Oui, parce que je sais qu'il y a des réflexions. Je sais peut-être qu'il y a même des politiques, mais on ne voit pas la mise en œuvre de ces politiques et c'est complexe. Il ne faut pas en vouloir à l'Union africaine. Je dis toujours, à chaque fois que j'ai l'opportunité de m'exprimer, que parfois on attend beaucoup de ces institutions, de ces organisations internationales. Elles n'ont pas le mandat d'agir comme les États. Ce sont des organisations internationales qui ne peuvent qu'agir dans la mesure du possible, non seulement accordées par les textes, mais surtout acceptées par les États concernés. Donc, une fois que les États concernés n'habilitent pas l'institution dans la mise en œuvre de son projet, quel que soit ce dont l'institution dispose, c'est difficile de le faire. Et quand on parle de la sécurité, on parle d'abord des différents pôles de sécurité des États concernés. Quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, il y a des initiatives qui existent, mais qui n'arrivent pas à voir le jour simplement du fait de la difficulté de collaboration. Quand vous prenez l'initiative d'Accra, lorsque cette initiative est née, c'était une initiative plus ou moins parfaite, mais elle est née à une période où il y a eu des divisions par rapport à l'orientation et la stratégie à adopter au niveau des pays concernés. C'est lorsque cette initiative prenait son départ qu'il y a eu cette accusation de la part du Ghana à l'endroit du Burkina qui ont considéré que Wagner intervenait suffisamment au Burkina et donc ça n'allait pas dans le sens de la coopération. Donc, plusieurs facteurs. Vous prenez la Corne de l'Afrique, il y a des considérations. Vous prenez toute autre région de l'Afrique. Chaque conflit a sa typologie et a des acteurs majeurs à la fois sur le plan interne et sur le plan externe qui sont concernés. Donc, l'Union africaine, dans son existence actuelle, ne peut pas grand-chose par rapport aux questions de sécurité, à moins qu'il y ait un changement qui s'opère au niveau non seulement de la gestion, mais aussi de la capacité diplomatique des acteurs. Et c'est ce à quoi on veut assister maintenant. Peut-être qu'aujourd'hui, on aura une politique effective dans sa mise en œuvre, où on aura encore des difficultés, parce que quand vous parlez de politique sécuritaire, il faut la mobilisation des fonds, il faut l'adoption des stratégies, il faut l'implication des acteurs à la fois. Justement, sur la question financière, comment l'organisation peut s'autonomiser en fait? C'est compliqué. Et je vous ai dit tout à l'heure, ça commence par la capacité et la volonté. Parce qu'il y en a qui ont la volonté, mais qui n'ont pas la capacité. Parce qu'ils ont des questions internes à régler. Il faut qu'il y ait la capacité et la volonté des acteurs, des membres de l'Union africaine à contribuer sans éprouver un mal à le faire,
régulièrement et la volonté de ces acteurs à se détacher de la manne d'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Et ça, c'est une problématique très majeure. L'une des solutions à cette problématique, c'est bel et bien l'opérationnalisation et la maximisation du projet ZLECAf, c'est-à-dire la zone de libre-échange. Mais voilà encore un autre projet auquel certains pays ne peuvent pas forcément aller. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont rien de concret à apporter sur ce marché. Et quand vous n'avez pas grand-chose, vous vous retrouvez dans une position de consommateur au lieu d'être aussi vendeur. Alors, merci à vous, Joël Atay-Guédégbé. Nous sommes presque à la fin, pour ne pas dire à la fin. Alors, question thématique, le temps passe vite, c'est vrai. La nouvelle commission peut-elle réformer l'UA ? Elle est issue d'une réforme, déjà sous M. Mahamat Fakir, avec le soutien des pays comme l'Algérie, l'Afrique du Sud, comme j'en parlais tantôt, qui ont travaillé à reformer un peu la commission. Mais il y a encore du travail et M. Mahmoud est bien informé de cela. Je crois qu'il va devoir agir en ce sens, travailler en persuasion pour que les cotisations tombent. Parce que pour l'instant, la contribution des États membres n'est à peine que de 28% du budget, qui est de près de 195 millions de dollars. Et tout n'est pas négatif, tout n'est pas jeté au niveau de l'Union africaine. On ne l'a même pas suffisamment souligné. S'ils ne peuvent pas arrêter le terrorisme comme par enchantement en Afrique de l'Ouest, toute proportion gardée. Et la Somalie, on l'oublie, c'était un État non seulement failli, livré aux terroristes et autres, mais l'Union africaine a pu agir sur la réalité somalienne avec un certain succès, effectivement, avec le soutien des partenaires étrangers, à telle enseigne qu'on est en train de parler de rétrocéder voilà une partie des territoires libérés aux forces armées somaliennes. C'est une réussite de l'Union africaine. C'est peut-être pas beaucoup, mais c'est assez symbolique de ce que patiemment et de manière assez intelligente et fine, on peut arriver quand même à transformer ce qui paraissait désespéré. Et voilà, on part de très loin, mais par petites touches, il est possible que l'espoir revienne et que les opinions publiques africaines aient des raisons de croire un peu plus en leurs institutions comme l'Union africaine, sinon ce serait désespéré de tout. La ZLECAf, effectivement, paraît la réponse la plus structurée en termes économiques et plus tard en termes de gouvernance pour travailler sur les causes profondes du sous-développement, voire des conflits et du terrorisme. Donc en agissant sur ça, je pense que c'est la bonne action, mais on ne peut pas du jour au lendemain transformer quoi que ce soit. Morgane l'a bien dit, nos pays sont plutôt extravertis, tournés vers les pays européens. Donc on ne transforme pas la structure de ces économies du jour au lendemain, mais il faut en avoir la volonté. Et de proche en proche, avec la réactivation des communautés économiques régionales, leur bonne connexion avec la communauté économique africaine et l'Union africaine, il est possible qu'enfin quelque chose de cohérent, de solide et de porteur naisse. Merci. Merci à vous. En 30 secondes, Morgane, alors la ZLECAf comme un levier de développement, ou je vais dire un levier pour la nouvelle commission de l'UA? Oui, je partage entièrement ce que mon vis-à-vis vient de dire. Il y a de l'espoir et il faut prendre le chemin de cet espoir. Alors, merci à vous, mesdames et messieurs. Vous voyez, le temps, il est imparti. Alors, on aurait bien voulu aller au fond de la question. On y reviendra certainement une prochaine fois Bien sûr, oui, attendons le mandat voir. Alors, l'élection de Mahmoud Ali Youssouf à la tête de la commission de l'UA ouvre une nouvelle page pour l'organisation panafricaine, mais cette transition ne sera pas sans défi. D'un côté, la rivalité régionale et l'influence des puissances étrangères continuent de peser sur l'avenir de l'UA. De l'autre, les conflits armés, les crises politiques et la nécessité d'une intégration économique réelle impose des réformes profondes. Pour le moment, nous en arrêtons là. Nous allons y revenir, comme le dit si bien Joël. Nous allons sur le mandat et voir ce que ça va donner. Merci de nous avoir suivis. C'était 26 minutes en Afrique et dans le monde avec Joël Atay-Guédégbé, expert en gouvernance, et notre consultant géopolitique Morgane Assogba. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook Etele en direct, notre
compte IS E-Télé Live, notre compte YouTube E-Télé Bénin et via notre application iOS et Android E-Télé Bénin. E-Télé avec vous pour vous. On se retrouve juste après pour le débrief.